bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque déjà aux 2/3 de mon bilan de lecture annuel. Je tâche de prendre l'habitude, tous les 4 mois, je vous fais un bilan de mes lectures passées. Comme pour la vidéo du premier tiers, j'ai tâché de regrouper mes lectures par genre. Comme ça, c'est un petit peu comme ça que la vidéo sera chapitrée si vous avez envie de passer d'un genre à l'autre. Puis bien évidemment, toutes les lectures seront ensuite répertoriées en barre d'infos avec à chaque fois titre et auteur si vous avez envie de vous y référer. Le premier genre avec lequel je vais commencer, c'est pas forcément celui où j'ai lu le plus de livres, mais c'est le genre qui a commencé mon mois de mai, c'est la fantasy avec King of Scars de Leigh Bardugo. Alors sans spoiler King of Scars, si vous n'avez pas lu Grisha ou Six of Crows, je vous déconseille peut-être de commencer par King of Scars parce qu'il va vous manquer énormément d'éléments pour commencer cette fameuse duologie, car Leigh Bardugo est une autrice qui a construit vraiment tout un univers autour de sa fantasy Grisha, qu'on peut appeler le Grishaverse. King of Scars, pour moi, se trouve un peu entre les deux, vu que ça se déroule après les événements des 2 premières séries. Pour ma part, c'était sympa. Le défaut que je lui ai trouvé, c'est que c'était un petit peu long à se mettre en place. Je pense que c'est rare que j'ai besoin de la moitié du bouquin pour me mettre dedans. Et si j'avais pas lu les précédents tomes, j'aurais pas été plus loin, par exemple. Là, je savais que j'avais envie de continuer, j'avais envie d'évoluer encore une fois dans cet univers. Mais je trouvais que le style était un petit peu longuet au départ. Et qui se rapproche à cet univers-là, j'ai lu la BD Demon in the Wood, qui est une sorte de petite nouvelle, de petite histoire qui prend comme personnage principal le Darkling, qui est donc le méchant de l'histoire dans Grisha. Mais avant qu'il soit le méchant, il était un jeune garçon, un jeune homme. Comment il en est venu à être ce méchant? Qui est-il réellement avant de devenir le Darkling? Voilà, écoutez, c'est un petit ajout assez sympa. Maintenant, c'est pas foufou, les dessins sont pas non plus exceptionnels. Celui-ci, je l'ai mis en fantasy. Après, ça peut mettre un petit peu slash romance, j'imagine. Mais le premier tome, en tout cas, n'en parle pas spécialement selon moi. Je ne suis pas une adepte de ce genre-là. Je ne suis pas une adepte de la romantasy, par exemple. Et il me semble que ce titre en fait quand même largement partie. Je voulais le lire avant que je vous donne le titre parce que j'ai fait une vidéo cet été sur ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les romances. J'ai lu un petit peu des styles de romances que je ne lis pas habituellement. J'ai lu Guild, le premier tome de la saga d'Oren, qui, bon, bah, en effet, moi je l'ai un peu pris parce qu'il apparaissait dans certains tops de dark romance. Bon, bah, pas vraiment en fait, hein. En tout cas pas le premier tome. Je n'en saurai jamais rien parce que le premier tome ne m'a malheureusement pas donné spécialement envie de continuer. Dans la saga d'Oren, on va donc rencontrer Auren, qui est une jeune femme détenue, retenue, prisonnière, gardée en tout cas comme un très précieux trésor par un roi qui reprend un petit peu le mythe de Midas parce que tout ce qu'il veut bien toucher peut se transformer en or. Habituellement, chaque chose qu'il va toucher et donc transformer en or devient de l'or massif, quoi, c'est mort à l'intérieur. Sauf Auren, qui elle, quand elle a été touchée, quand elle a été transformée en or, bah, est restée vivante. J'ai pas spécialement aimé ma lecture. Après, il y a toute une partie, justement, qui m'a un peu plus intéressée, c'est tout ce côté très politique, avec des royaumes qui sont en guerre, et chacun des rois de ces royaumes va essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Il y a pas mal de conflits politiques, et pas mal de magouilles, et j'ai eu beaucoup de peine à m'attacher à ce personnage d'Auren. Après, ça se lisait très vite, mais j'ai trouvé le style et l'écriture un petit peu pauvres. C'était assez inégal, finalement. Disons que celui-ci, je le lisais plus parce que je l'avais vu partout, et que je comprenais pas trop l'engouement autour et que j'avais envie de voir ce que c'était. Donc j'y allais clairement à reculons, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Quand tu veux lire un livre, généralement tu as envie de le lire, tu le lis parce que tu as envie. Mais vous allez voir que dans ce bilan-là notamment, il m'est arrivé aussi de lire des livres pour comprendre certaines choses, et non pas juste pour mon bon plaisir. Ça arrive aussi, des fois, de lire des choses qui nous parlent moins, qui nous plaisent moins, pour essayer un petit peu de comprendre. Et des fois, ça marche, et puis c'est des bonnes surprises, et des fois, comme là, ben, un petit peu comme on s'y attendait, ça ne l'a pas plus fait que ça. En fantasy toujours, et qui est aussi un petit peu décrit comme une fameuse romantasy, c'est-à-dire qui met l'accent autant sur la romance que sur la fantasy, ce qui pour moi n'a pas été le cas, donc je serais très curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'ai terminé la trilogie du Peuple de l'air de Holly Black, avec La Reine sans royaume, qui pour moi est une fantasy, dans laquelle, oui, à un moment donné, il y a une histoire d'amour, mais cette histoire d'amour prend tellement de temps, c'est un slow burn par excellence, et cette trilogie pour moi représente exactement ça. Oui, il va y avoir une histoire d'amour à un moment donné, mais on n'est clairement pas sur le sujet principal de l'histoire. C'est l'histoire de Jude et sa sœur jumelle qui ont été élevées par un faé, et les 2 jeunes filles 100% mortelles, qui n'ont pas une goutte de sang faé, vont essayer tant bien que mal de s'en sortir dans une famille noble de faé, à la fois en n'étant pas du tout faé, et donc
totalement rejetées par les autres fées du royaume. Elles vont graviter autour de la royauté, des gens très très impliqués niveau politique, et Jude a à cœur de s'investir politiquement dans ce royaume. Mais très vite, elle va se rendre compte que la politique à Terrafae est beaucoup plus pernicieuse qu'elle ne le pensait, et tout commence à partir en eau de boudin. Voilà. Je me souviens notamment de ma lecture du tome 1 où j'ai été très surprise d'un plot twist que je n'avais absolument pas vu venir et qui m'a vraiment pas mal choquée, et où ce moment-là m'a dit « Ok, c'est bon, tu vas continuer. » Parce que si c'est ça à chaque tome, mais fait de façon différente, je veux bien. Le 3e tome était très chouette, était très sympa. Je pense que mon préféré restera le premier, parce que justement il y a eu cette surprise que je n'avais vraiment pas vu venir, parce que je m'attendais justement à lire une romantésie, et donc je m'attendais à ce que la romance prenne toute la place, et au final, ça n'a pas été le cas. La suite est très bien aussi, j'ai trouvé que le tome 2 ne souffrait pas de ce que peuvent souffrir des fois les tomes 2, c'est-à-dire cet effet passerelle. Là, le tome 3, pour moi, il se terminait de façon un petit peu évidente, et malheureusement, ce qui se passe ne te laisse pas beaucoup envisager plusieurs pistes. Tu sais très bien comment ça va se terminer. Voilà, à peu de choses près. Mais j'ai passé un bon moment, ça me permettait de terminer cette histoire. Des tomes compagnons existent. Il y a une 2e série que Holly Black a continué, qui se passe toujours dans cet univers-là, avec des personnages qu'on a vus plus jeunes et qui ont maintenant grandi. Donc je pense que je vais continuer, mais je vais y aller mollo et un tome par-ci par-là. Pour la romance, j'ai lu Tainted Hearts, que j'avais lu justement dans l'espoir que ce soit peut-être une dark romance pour avoir un petit peu de grain à moudre, savoir un petit peu de quoi je parlais pour ma vidéo sur les romances, vu que j'allais y aborder la dark romance. Bon, selon moi, de ce que j'ai pu comprendre, ce qu'est censé être une dark romance, et pour avoir essayé d'en lire après, pour moi Tainted Hearts n'est pas une dark romance. C'est une romance à plusieurs problématiques, avec des personnages qui ont de forts traumatismes liés à leur enfance, qui ensuite, devenus jeunes adultes, vont avoir de la peine à gérer leurs émotions et leurs sentiments envers d'autres personnes. C'est notamment le cas du personnage principal, dont je suis désolée, j'ai déjà oublié le prénom, mais qui est une star du rock avec son groupe. Un jour, un journaliste va venir les interviewer, lui et son groupe. Arrive avec ce journaliste une jeune femme qu'il ne connaît absolument pas, et il ne sait pas pourquoi, mais cette nana, tout à coup, il la prend en grippe. Bizarrement, il l'aime tellement pas qu'il va continuer à chercher à savoir qui est cette fille, pourquoi elle est venue, à lui faire du chantage. Genre, si tu fais pas ce que je te demande, ton pote journaliste va se faire virer parce que, en gros, j'ai le pouvoir de faire virer qui je veux. Donc il a vraiment une attitude de gros débile. Et elle, elle se retrouve un petit peu prise dans cet engrenage. Elle veut pas que son meilleur ami se fasse virer de son poste, donc elle va malheureusement un petit peu rappliquer dès que cette star du rock va l'appeler. À la fin du tome 1, on a quand même une explication plus ou moins de certaines choses, mais c'est pas mon style, tout simplement. Voilà. Je voulais tester pour savoir de quoi je pouvais éventuellement parler, de quoi ça parlait. Encore une fois, Tainted Hearts remontait un petit peu dans les recommandations que j'avais pu avoir de romances problématiques, de romances, dark romance peut-être. Alors pour moi, encore une fois, ça en fait pas partie, mais je matche pas avec ce genre d'histoire. Tout comme, vous l'aurez compris, la dark romance. Là c'est bon, j'en ai lu une vraie. J'ai lu L'ombre d'Adeline et non, c'est un gros et énorme non. C'est l'apologie du viol, de la violence, du harcèlement. Il n'y a aucun sens moral dans cette histoire. Rien, à aucun moment n'est respecté, il n'y a pas de consentement. C'est un jeu du chat et de la souris qui est mis en place et on veut gentiment, petit à petit, te donner cette impression que le chat n'est pas un si vilain matou que ça. D'accord ? Regarde, finalement, il fait tout ça à la petite souris, mais tu verras, c'est pour son bien, puis en fait, il veut en prendre soin. Mais putain, c'est pas comme ça qu'on prend soin des gens, en fait. C'est tout, faut arrêter. C'est mauvais, c'est pas bien écrit, les scènes de... Est-ce que je peux appeler ça des scènes de sexe ? Je ne pense même pas. Les scènes de viol sont interminables. Pour moi, en tant que lectrice de plein de styles différents, je n'y vois pas une grande histoire, j'y vois des personnages... C'est même pas problématique, toxique, tout ce que vous voulez, c'est rien ne va chez ces personnages, autant lui que elle, mais surtout lui. L'histoire est d'un basique absolu si on enlève toutes les scènes de sexe. J'ai failli pas aller au bout, quoi, pour vous dire, et pourtant je me suis dit, vas-y, fais-le, faut quand même que tu saches de quoi tu parles. Bah c'est bon, je sais de quoi je parle, j'ai pas du tout envie de retenter l'expérience.
Je ne juge pas les gens qui aiment ça, parce que moi j'aime certainement des choses que d'autres n'aimeront absolument pas. On va retourner sur des choses un petit peu plus pipou, un petit peu plus rigolotes, un petit peu plus chou. J'ai terminé la trilogie de l'été où je suis devenue jolie, de Jenny Han, donc We'll Always Have Summer, qui termine la série, la trilogie, et pour moi, elle va pas trop cette fin. Enfin, c'est pas que la fin en soi me déçoit, parce que je m'attendais à cette fin, finalement. On est dans un triangle amoureux. Belly, la jeune fille qu'on va rencontrer, est amoureuse de Conrad depuis qu'elle est gamine. C'est le fils de la meilleure amie de sa mère. Sauf que Conrad a un plus jeune frère, qui est quand même un tout petit peu plus grand qu'elle, Jeremiah, et évidemment, dans le premier tome, les deux ont grandi, elle aussi, et donc elle se retrouve un petit peu attirée par les deux. Dans le tome 3, je savais comment ça se terminait, en fait. J'en ai parlé à Anaïs pendant 1000 ans, je sais très bien comment ça se termine. Et ça me déçoit pas que ça se termine comme ça, c'est tout ce qui se passe avant, en fait. Je trouvais que les personnages, donc pour pas vous spoiler, avaient quand même des réactions qui étaient quand même très limites, selon moi. Après, là aussi, je l'ai peut-être remis dans son contexte, ça date de 2010. C'était une autre période de romance, c'était une autre période de genre littéraire aussi. Si je devais comparer cette trilogie-là avec la trilogie qu'elle a fait sur À tous les garçons que j'ai aimé, j'ai préféré À tous les garçons, qui a un tout petit peu plus de corps et plus importante, on va dire, au niveau des émotions des personnages, de leurs réactions, de leurs sentiments. Là où L'été où je suis devenue jolie est un petit peu caricatural des ados de l'époque. Bon, voilà, c'est très américanisé aussi, donc forcément qu'il y a des choses qui m'interpellent un peu des fois. Mais c'était mignon, voilà. J'étais contente de le terminer, mais je pense que c'est pas mon tome préféré, je pense que les 2 premiers sont bien meilleurs. Aussi, j'ai lu un petit manga, alors je l'ai mis en romance, mais après, est-ce que vraiment ce sera une romance? J'en sais rien. J'ai lu L'amour est au menu, qui est une histoire entre 2 jeunes femmes qui sont voisines. L'une adore cuisiner, mais cuisine toujours trop, et l'autre, elle remarque, aime visiblement bien manger, parce qu'elle ramène des sacrées quantités de courses alors qu'elle est seule chez elle. Donc, petit à petit, celle qui fait beaucoup à manger va demander à l'autre si elle veut bien venir manger chez elle, parce que finalement, comme ça lui évite de jeter de la nourriture, et elle peut tester plein de recettes. Au bout d'un moment, une certaine relation très platonique, très slow burn, là encore une fois, va se mettre en place, mais à la fin du premier tome, on n'arrive pas vraiment à se dire si il peut se passer autre chose entre les 2 jeunes femmes ou si c'est juste une histoire d'amitié. Donc pour l'instant, je l'ai classé en romance, mais j'en sais pas plus. Après la dark romance, les romances culinaires, les romances d'ados, laissez-moi vous présenter Love in Time of Serial Killer, qui est une romance qui se base sur les true crime, sur la passion des true crime pour une jeune américaine qui va devoir rentrer dans son quartier d'enfance parce que son père est décédé. Elle doit nettoyer la maison avec son frère, et pour bien faire, elle débarque là avec tout son bordel, histoire de finir son travail d'études qui porte justement sur les faits divers et les serial killers. Quand elle arrive à 2h du mat dans son quartier, elle a tout son pataquès, elle n'arrive pas à le déplacer, et là débarque un gars qui veut lui filer un coup de main. Elle arrive à s'en débarrasser, sauf que le lendemain, elle se rend compte que ce gars, c'est le voisin d'en face. Et plus elle va l'observer, plus elle se demande si ce serait pas un serial killer. C'était mignon, parce que j'aime bien l'idée qu'on se base sur quand même un truc qui est vachement culturel chez eux aux États-Unis, malheureusement, alors que c'est absolument pas drôle et c'est triste finalement, tous ces faits divers. Mais on sait aujourd'hui aussi à quel point le fait divers, enfin depuis très longtemps, ça existe, depuis le temps où les gens sont un petit peu attirés par ces récits, par ces histoires. D'en avoir fait une trame de fond pour un bouquin qui en plus va se transformer en histoire d'amour, moi j'ai trouvé ça assez fun sur le papier. Au final, dans les faits, j'ai trouvé dommage que tout justement cet attrait autour des faits divers retombe quand même à un certain moment dans la romance pour se diriger simplement vers une romance. Donc ça partait super bien, et puis ça finit un peu en moins bien que ce que je pensais. Mais ça restait assez mignon. Et ma dernière romance dans ce 2e tiers de l'année, c'était Embrassons-nous sous les étoiles de Sarah Morgan, qui était vraiment une romance adorable, que j'ai beaucoup aimée, très mignonne. Sarah Morgan, c'est ma valeur sûre. J'ai compris, je ne suis pas une adepte des dark romances. Je suis peut-être même pas une adepte des romans de Thésie. Par contre, j'aime les romances toutes pipouchou, où les gens ont pas forcément la vie facile, ça veut pas dire ça, ce genre de romance-là, parce que là, en l'occurrence, Sarah Morgan va nous parler d'un couple qui va essayer de se former sur le décès de la femme du personnage principal.
Donc forcément que l'héroïne qui arrive là au milieu, ben elle a beau être folle amoureuse de lui, elle sait que sa femme décédée est quand même toujours un petit peu omniprésente. Ils ont eu 2 enfants ensemble, donc évidemment que les 2 enfants sont là, il faut aussi les considérer, et ça ne va pas s'avérer très facile. Donc en plus de l'histoire d'amour, elle va toujours réussir à te mettre les histoires de famille, les histoires d'amitié. Il y a aussi beaucoup d'émotions qui pour moi en ressortent de cette histoire, sur le deuil, sur comment on arrive à avancer, retrouver sa place dans sa propre famille. Chez moi, ça a fait le job. J'ai trouvé vraiment que c'était justement dosé. J'ai souvent peur des grosses romances qui sont assez longues. Là, elle faisait plus ou moins 400 pages. C'était vraiment limite, mais il y avait ce qu'il fallait là où il fallait. Et c'est un sans faute pour moi. Voilà, c'était très mignon et à la fois très émouvant. Sans que ça tire dans le pathos et le trauma et le truc avec des personnages complètement déglingués que tu dois ramasser à la petite cuillère. Ça paraissait beaucoup plus réaliste. En thriller, j'ai continué le manga Burn the House Down, je suis gentiment à la fin, c'est le 6e tome, donc il en reste 2 qui doivent encore paraître. Je suis assez impatiente de connaître le dénouement, quoique là, on a quand même eu beaucoup de révélations dans ce tome 6. Pour vous refaire rapidement le résumé, c'est l'histoire de 2 familles qui ont été totalement éclatées à cause d'un incendie. Mais j'aime bien, parce que c'est une petite série assez courte, 8 volumes pour un manga, c'est vraiment pas beaucoup. Je suis plutôt confiante aussi, parce que c'est une des premières fois que je lis un thriller policier en manga, et franchement pour l'instant, c'est plutôt cool. Le policier totalement what the fuck de l'été, c'était Killing Me, qui était quand même un petit peu complètement barré, vu qu'on va suivre une jeune femme qui va survivre, qui va réussir à s'enfuir d'une mort certaine, vu qu'elle a été kidnappée par, on le sait, un serial killer. Oui, c'est un peu la thématique. Mais ça, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que quand tu réchappes d'un serial killer, évidemment, que les gens vont partir un petit peu à ta recherche, et qui n'est pas spécialement contente de devoir tout recommencer ailleurs. Donc elle va partir à Vegas, tenter tant bien que mal de se refaire une vie, une identité, mais manque de bol. C'est qu'un 2e serial killer s'en mêle et décide de la poursuivre. Donc ça se lit très très vite. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Il y avait beaucoup de facilité. C'était fun, mais un peu tiré par les cheveux, surtout la fin. Celui-ci, je sais pas trop, mais je l'ai quand même mis en policier. Maintenant, j'ai pas trop envie de vous en parler plus que ça, parce que je ne veux pas influencer votre avis sur cette lecture, ni vous donner des pistes. Je vous parle de Un long, si long après-midi, qui est vraiment très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans les années 50 aux États-Unis et une jeune femme regarde par la fenêtre sa petite banlieue parfaite. Et puis, malheureusement, c'est pas vraiment ça dont elle aurait envie, probablement. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout ce que je vais vous dire. Le problème de ce livre, c'est que si on en sait trop, ça gâche un petit peu la surprise. Tandis que là, si vous en savez le moins possible, à part que vous arrivez dans une banlieue à la Desperate Housewives où tout est possible, je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai trouvé en tout cas que le style et le rythme étaient là, que ça allait vite, c'était bien, c'était entraînant, que les personnages sont attachants. Et finalement, j'ai pas vu le temps passer et en 1 jour et demi, je l'ai bouffé, parce que ça s'y prêtait. Et le dernier que j'ai lu dans cette catégorie, c'est Subversion, qui est un policier qui lui annonce clairement la couleur. Il est construit comme une émission de podcast. Et donc Scott King, l'hôte qui va animer le podcast, va essayer de déterrer une vieille histoire. Là, en l'occurrence, c'est la fameuse affaire des orphelins de Scarclaw. Et en déterrant cette histoire, il va aller contacter 6 personnes pour avoir 6 versions de l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le découpage, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. Il y avait en effet à la fin tout à coup un truc un petit peu space qui se passe, et tu te dis mais est-ce que c'était vraiment possible ? Mais moi ça l'a fait, je suis rentrée dedans, et encore une fois là aussi je l'ai fait très rapidement, en 1 jour je l'avais lu, parce que c'est très chronophage quoi finalement, t'as envie de savoir, c'est tout. Dans la plus grosse catégorie, on aura donc les romans plutôt type contemporain. Celui qui m'a le plus plu et qui est pour moi le coup de cœur de ce bilan, ce sera Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Je viens d'ailleurs de me procurer son dernier livre mais en poche, qui est La forêt des larmes je crois, que je garde précieusement pour le printemps prochain. Mais ce livre-là, Là où les arbres rencontrent les étoiles, je l'ai trouvé merveilleux, il était trop beau. On va rencontrer une étudiante qui est en train d'étudier pas seulement les oiseaux, mais aussi les nids d'oiseaux surtout. Et ça fait quelques jours déjà qu'elle voit qu'au fond de son jardin, donc à la lisière de la forêt, se trouve une petite fille de
7-8 ans, pas plus. D'un moment, elle arrive à s'en approcher sans que la petite fille s'en aille. Et elle va lui demander d'où elle vient. Et la petite fille lui dit, bah je viens des étoiles, bien évidemment. Et petit à petit, la petite fille va commencer à lui parler de choses et d'autres. Mais c'est plus que ça. Ça, vraiment, c'est le début de l'histoire, c'est le début du résumé. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a tellement, mais tellement d'autres choses qui se passent. C'est vraiment super beau. C'est très, très tendre et réaliste. C'est pas, enfin c'est dur, mais c'est pas trop dur non plus. Ça tombe pas dans le pathos, dans le tire-larme absolu, genre je veux que tu chiales absolument. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans la plume, et donc dans la traduction également de Glendy Vandera, c'est qu'elle arrive à te donner des vraies conversations de gens. Alors c'est normal, dans les films, je me fais souvent la réflexion, dans les livres aussi, que les gens ne parlent pas comme ça dans la vraie vie. Mais tu vois, souvent je vois ces gens faire des monologues à rallonge, et tu te dis, mais qui peut faire une phrase comme ça sans être... alors qu'il a quelqu'un en face de lui qui ne l'interrompt pas, il cherche jamais ses mots, tout. Et c'est normal, c'est du film et du livre. Il y avait ce répondant, il y avait ce ping-pong verbal absolument génial entre les personnages, qui rendait le tout hyper réaliste. Et ça a rendu la chose hyper palpable tout à coup. Alors ensuite, par contre, on va retomber un petit peu, n'est-ce pas? Je vais pas m'attarder sur ceci parce que j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Il s'agit des 2 Lucinda Riley que j'ai lus, donc Les Mystères de Fleet House et le premier tome des 7 sœurs. Mais c'est pas un coup de cœur du tout. Pour moi, dans Les Mystères de Fleet House, ça partait bien, l'intrigue était vraiment bonne, vu qu'on parle d'un suicide ou d'un meurtre, ou en tout cas de quelqu'un qui est mort dans un internat. Et bizarrement, ça va réveiller beaucoup de fantômes du passé. À côté de ça, rien ne va dans l'écriture, dans les styles des personnages. Malheureusement, c'est très misogyne, c'est très sexiste. Il y a beaucoup de réflexions qui n'ont pas lieu d'être et qui malheureusement n'amènent rien à l'histoire, rien à l'intrigue et rien au personnage. Pareil pour les 7 sœurs qui au niveau du style est un peu mieux quand même. J'ai trouvé que les personnages féminins avaient quand même moins la vie dure, en tout cas dans ce premier tome, que dans Les Mystères de Fleet House, qui est donc de la même autrice. Mais malheureusement, je suis pas rentrée dans l'histoire. J'ai trouvé que ce premier tome était beaucoup trop long. Même les passages, à un moment donné, dans le passé, vu qu'il y a cet aller-retour entre passé et présent que moi j'aime beaucoup habituellement, c'est vraiment un truc que j'adore. Bah là, moi je me suis pas laissée avoir. On te vend une sorte de mystère, de choses que chacune des sœurs doit trouver. Alors dans ce premier tome, Maya part au Brésil pour retrouver ses origines. Et même dans la révélation, bah en fait, moi j'ai pas trouvé que c'était une révélation. Je m'attendais à plus. Donc je reste sur ma faim, très 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 clairement, et je n'ai absolument pas le courage de me faire 7 autres volumes pour tenter vaguement d'avoir un semblant d'explication. Voilà. Donc la saga des 7 sœurs et moi, ça sera avorté, c'est pas grave. Une série aussi que j'ai gentiment terminée, mais dont je dois lire le préquel, qui est le tome 5, mais ça se passe avant, c'est Fleurs captives. Autant j'ai été vachement critique sur Lucinda Riley, autant Virginia C. Andrews pour moi peut avoir le même traitement, c'est juste qu'elles n'ont pas écrit aux mêmes années. Donc je suis un peu plus indulgente avec Virginia C. Andrews et ses Fleurs captives qu'avec Lucinda Riley et ses personnages. Virginia C. Andrews, elle a écrit Les Fleurs captives entre les années 60 et 70, tu vois, après le temps que ce soit publié, etc. Donc forcément que, malheureusement, l'histoire était pas la même. Hein. L'histoire de base, c'est 4 gamins qui ont pas de bol, qui vont perdre leur père, et leur mère, pour tenter vaguement de récupérer une partie de l'héritage que son père pourrait lui céder, va les enfermer dans le grenier. Parce que le grand-père n'est pas censé savoir que ces gamins existent. 4 quand même. Hein. Bon ça va pas vraiment se passer comme prévu, évidemment, et on va suivre ensuite les histoires de ces enfants après. J'ai lu le 4, et puis j'ai ramé, hein. Purée, j'ai ramé. Ouais, c'est quand même pas bon, hein. Ouais. Alors c'est soit très mal écrit de base, soit c'est très mal traduit. Voilà, j'avais envie de savoir parce que ma mère a été une immense fan de cette série quand elle était plus jeune, et quand elle me les a trouvés en boîte à livres, elle m'a dit « mais c'est l'occasion, tu devrais trop essayer !» Et j'ai dit « mais ça a très très mal vieilli, je pense. » Elle était « oui. » Même elle se risquerait pas à les relire parce que justement elle pense que ça a très très mal vieilli. Donc il me reste ce fameux tome 5, Le Jardin des Ombres, je crois, mais c'est ce qui se passe avant. Et il y a eu plein d'adaptations d'ailleurs, hein. Si ça vous en branche pas plus que ça de les lire, il existe plein de téléfilms autour des Fleurs captives. My Absolute Darling, ça c'était très fort, c'était très violent, c'était très rude.
Autant au niveau de la plume qu'au niveau de l'histoire. Turtle, elle a 14 ans, elle a toujours vécu qu'avec son père. Puis son père, c'est pas un tendre. Il a vraiment une façon d'éduquer sa fille qui est malheureusement bien à lui et pas toujours très clean. Et malheureusement, Turtle, c'est un peu le réceptacle de cette éducation qu'elle n'a pas choisi. Et ça en fait un personnage vachement étrange et un peu à part. Par contre, on est clairement sur une relation entre père-fille qui est ultra dérangeante. Donc si vous le sentez pas, je vous le conseille pas spécialement. L'histoire est rude. Voilà, c'était un bon livre, mais c'était chaud quand même. Ensuite, je vais passer un peu sur des livres qui m'ont pas plus marqué que ça. Il y a notamment eu Des âmes consolées de Mary Lawson. Voilà, bien mais oubliable. Genre j'ai lu le titre, j'ai dit tiens c'est quoi ça déjà, tu vois. Alors que je l'ai lu il y a quelques semaines de ça, quoi. Une histoire d'une petite fille qui a perdu sa sœur, qui a fugué de la maison d'en face du quartier où elle habite. Sa vieille voisine n'est plus là, mais elle prend soin du chat. Mais tout à coup, il y a un gars qui vient, qui emménage là, alors qu'elle sait pas trop pourquoi, parce que sa voisine, elle est pas rentrée, donc qu'est-ce que lui il fout là? Donc autant, je me souviens, j'ai passé un agréable moment en lisant, mais je me disais pas, oh là là, j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé. Un peu pareil pour Les Survivants, d'Alex Schulman. Là, pourtant, je me suis dit, ça part vraiment bien, c'est tout ce que j'aime, histoire de famille, 3 frères. Ça commence par la fin, c'est-à-dire que les 3 sont là, au bord d'un étang, et ils sont foutus dessus. Et après, tu reviens petit à petit sur ce qui s'est passé 2-3 heures avant, puis encore 2-3 heures avant, puis encore. Et entre ces chapitres, sur cette fameuse journée un peu bizarre qui se termine quand même en coup de poing, tu as des chapitres qui parlent de leurs étés d'enfance. Et ouais, les choses se passent, tu te dis, bon, ok, oui, les parents sont un peu durs, ouais, ils ont peut-être un peu des problèmes, les gamins sont peut-être un petit peu laissés, pas à l'abandon, mais un petit peu démerdez-vous les garçons. Et au final, t'as une sorte de gros coup de poing à la fin. Je me dis, ok. C'est impossible que je l'ai vu venir, en fait. Tu sais, c'est comme je vous dis des fois dans les policiers, quand le twist est tellement énorme qu'il en devient même plus intéressant. Il se passe un truc, je me dis, ok, mais comment tu voulais que j'ai un semblant de, tu sais, genre, oh, c'était ça depuis le début, en fait. Ben non, parce que en fait, j'ai pas réussi à me laisser avoir. C'est dommage. Celui qui est quand même vraiment bien positionné au niveau de mes bonnes lectures de cet été, c'est Célèbre de Maud Ventura, qui vient de sortir là en plus. Oh my god, vous pouvez enfin le découvrir. Maud Ventura, elle a écrit Mon mari, que j'ai adoré, évidemment. Célèbre, c'est totalement autre chose, mais toujours avec un style qui quand même lui est assez propre et un petit peu similaire. On va rencontrer Cléo qui veut devenir célèbre, voilà. Et alors, pour y parvenir, elle va tout mettre en place. Et quand elle y sera, ça fait un peu peur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous aimez les livres un petit peu étranges, un peu acides, franchement, je pense que ça peut vous plaire. Ça, c'est vraiment, il est très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. La plume, encore une fois, de Maud Ventura, elle a un truc, alors pour te capter direct, parce qu'elle est détestable, cette meuf. T'as vraiment envie de la détester, et en même temps, tu peux pas t'empêcher de suivre et d'être happé par son histoire. Excellente lecture là toujours, avec le Taylor Jenkins Reid que j'ai lu cet été, Les Sirènes de Malibu. J'ai adoré. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré cette fratrie. Et puis il y a tous les passages en arrière sur la rencontre de leurs parents, sur comment leur père est parti, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils s'en sont sortis. Et tout ça dans une ambiance très années 80, Californie, les plages, tout ça, tu vois. Enfin, ce côté un peu hors du temps, voilà, j'ai trouvé qu'on était en plein dedans. Elle a vraiment un don aussi, je trouve, pour t'attirer, et t'as plus envie de quitter les persos, quoi. Pourtant, il se passe rien de waouh, mais là, il y a quelque chose qui me donne envie, de me dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Un dernier été, de Elin Hilderbrand. Vraiment, plus j'y vais, plus je descends, plus je me rends compte que j'ai eu des très bonnes lectures. Elin Hilderbrand, elle est super douée pour justement aussi ce côté très estival, hors du temps, très old money un petit peu, tu sais, parce qu'on est toujours sur l'île de Nantucket. Et puis il y a ce côté un petit peu vieille fortune, tu vois, des gens qui sont là depuis longtemps, et puis qui ont presque leur nom inscrit dans chaque brique de chaque bâtiment. Et nous, on va rencontrer Viviane, qui est la mère d'une famille un peu disloquée. Son mari l'a quittée, mais les enfants sont grands.
tout ça, puis en même temps à côté, c'est une autrice célèbre. Elle a vraiment des super livres qui fonctionnent super bien, sauf qu'au début du bouquin, elle va sortir faire son footing et elle va se faire renverser par une voiture et mourir. Elle se fait récupérer par une sorte d'ange gardien qui lui offre la possibilité de regarder pendant environ 80 jours ce qui va se passer dans la vie des gens qu'elle va laisser sur Terre. Et donc elle va un petit peu observer ses enfants, elle va observer son ex-mari, sa meilleure amie, tout ça. Et c'était beau, c'était hyper tendre. Et puis il y a un petit côté un peu mystérieux quand même, c'est qui a tué Viviane au début du bouquin. Voilà, quand même, il y a un petit côté un peu... Voilà. Mais j'aime cette ambiance. Elle a vraiment le don de décrire cette lassitude de l'été un peu. J'étais dedans, sans problème. Celui-là, je l'ai mis en contemporain, mais honnêtement, c'en est sans vraiment en être. Il y a un petit côté un peu fantastique. C'est le clan des Baleines. J'ai pas réussi. Enfin, il y a un côté un peu fantastique et mystérieux avec une meute de loups qui tout à coup, dans un village du nord de la France, prend énormément d'ampleur. Et tout ça serait lié à cette fameuse famille Baleine qui est arrivée il y a quelques temps de ça, et à cause de qui, visiblement, tout semble partir en cacahuète. Pour moi, ce bouquin, il a eu beaucoup de défauts, notamment au niveau du rythme, des indices et des infos qu'on nous donnait. Et au final, quand le livre se termine, j'ai pas eu ce que je venais de chercher. J'aurais voulu avoir plus d'infos à partir de ce moment-là, à partir de la fin. Lucy in the Sky de Pete Fromm, ça c'est un des derniers livres que j'ai lu et il a été assez déroutant. Je m'attendais pas du tout à ce style-là de lecture parce que je me souviens quand je l'ai présenté un peu en même temps que My Absolute Darling dans ma pioche de lecture estivale et je vous disais c'est marrant parce que les deux personnages ont le même âge mais je pense qu'elles vont pas du tout vivre les mêmes choses. Finalement, Lucy est peut-être un peu plus proche de Turtle que ce que je pensais alors que je les voyais vraiment à l'opposé. Lucy, c'est une gamine qui est pas bête du tout, qui est même très maligne, mais qui va évoluer dans une famille qui est un peu à contre-courant. C'est-à-dire que le père est bûcheron, visiblement, donc il part pendant de longues périodes sans rentrer à la maison. Et en attendant, la mère de Lucy, qui l'a eue très jeune, elle a gentiment la petite trentaine et elle aimerait bien reprendre un petit peu sa vie en main. Encore une fois, Pete Fromm, il est tellement doué pour parler des sentiments humain, qu'il a vraiment des récits de qualité qui sont très touchants, très beaux, et Lucy in the Sky en fait partie pour moi, il est vraiment très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai trouvé encore une fois très incisive, avec une Lucy qui est très, très particulière et à laquelle je me suis immédiatement attachée, qui nous parle de cette adolescence, qui nous paraît à la fois si loin et en même temps si proche, c'était très envoûtant et c'était très émouvant. Je vais terminer par la petite catégorie un petit peu fourre-tout, c'est-à-dire que j'y ai mis à la fois du classique, il y a de l'historique, il y a un petit peu d'horreur. Je commence avec Emma de Jane Austen, retraduit par Clémentine Beauvais. Je connaissais déjà l'histoire au vu des adaptations. Donc c'est vrai que l'histoire en tant que telle m'a peut-être un petit peu lassée au bout d'un moment, parce que c'est quand même assez redondant, c'est beaucoup d'allées, venues. Emma, elle essaye vaguement de marier les gens autour d'elle, tout en ne se rendant pas compte que des fois les gens qu'elle essaye de faire tomber amoureux ne sont peut-être pas du tout amoureux l'un de l'autre ou alors aiment quelqu'un d'autre et finalement ça met un peu plus la mouise là au milieu que ce qu'elle espérait. Mais je souligne par contre énormément que Clémentine Beauvais a fait un travail absolument génial au niveau de la retraduction parce que ce texte est vraiment nettement plus agréable à lire dans cette version-là. J'imagine que dans la version traduite de base. J'avais essayé de lire Raison et Sentiment, que non, je n'ai pas réussi à aller au bout parce que je m'embête en fait, alors que je suis sûre que dans une traduction un peu plus, pas forcément moderne, mais un peu plus proche de ce que Jane Austen avait écrit à la base, justement, les traductions de Jane Austen de l'époque ont finalement été un peu mal réalisées parce que c'est pas du tout représentatif du style d'origine de Jane Austen. Ce que Clémentine Beauvais, elle, par contre, a réussi à retransmettre. Voilà, donc bravo, et j'espère qu'elle en retraduira d'autres. Je continue avec La sorcière de Limbricht, que j'ai lu cet été, qui est un petit livre qui nous parle du procès d'une sorcière dans la petite ville de Limbricht, qui était bien, que j'ai passé un chouette moment, enfin, c'était agréable, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose dans l'émotionnel. J'avais un peu l'impression de lire un rapport d'un procès. Genre, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, maintenant j'en suis là, dans mon passé j'ai vécu ça. Enfin, oui, c'était très linéaire, c'était touchant et c'était assez marquant parce que le procès est décrit de façon
pas trop non plus détaillé, mais quand même assez pour se rendre compte que ce que cette femme a vécu était vraiment horrible, alors qu'elle n'a rien fait de spécial. C'est une femme un petit peu en dehors du cadre, qui plus maligne que les autres pour certaines choses, qui arrive à décrypter des signaux dans la nature, dans la météo, que les autres ne voient plus du tout. Et malheureusement, ça lui attire énormément d'ennuis et c'est bien triste. Ça, encore une fois, ça relate de faits historiques qui sont vraiment tragiques, qui m'intéressent, cela dit, beaucoup. Mais c'est vrai que là, pour une sorte d'histoire vraie romancée, j'aurais voulu un peu plus de roman, et tout en étant mêlé à une histoire vraie. Avec Alice, on a lu Les Mémoires de la forêt. Ça là aussi, je voulais le mettre un petit peu à part parce que c'est de la jeunesse que pour moi, personnellement, oui, j'aurais pu lire, mais je pense que j'ai eu beaucoup plus de plaisir à le lire avec ma fille de 7 ans et demi parce qu'on a passé un super moment toutes les deux. On a tremblé, on a pleuré pour Ferdinand Taupe et c'était vraiment très touchant. Magnifique histoire, vraiment très très belle, qui va nous parler à la fois de perte, de deuil et de maladie, ce qui ne sont pas toujours des sujets évidents à aborder. Et là, c'est fait avec beaucoup de sensibilité. L'histoire de cette taupe qui essaye vaguement de se souvenir de quelque chose et qui va partir à l'aventure et à la recherche de ses souvenirs avec un ami renard. Et je termine dans ceux que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup aimé cet été. Il y a le premier tome de Ça, de Stephen King, que j'appréhendais un petit peu de lire, mais que quand Vincent m'a offert la duologie, je me suis dit... Cette fois, c'est l'occasion, et j'ai adoré ma lecture. Voilà, je vais me passer de résumé là, parce que je pense que cette histoire est connue, de chez archi connu. Bref, un clown qui fait peur à des enfants et des adultes dans une petite ville des États-Unis entre les années 60 et 80. Voilà, j'ai toujours pas envie de voir les films, parce que je sais qu'ils en ont rajouté des caisses sur les jumpscares, les moments un peu gore, etc. Ce que je n'ai absolument pas envie de voir. La version livre m'a largement suffi, et comme j'ai plus de facilité à édulcorer les scènes d'horreur à l'écrit, je vais rester sur l'écrit et non pas me les imposer aux yeux via les films. Voilà. Mais j'ai passé vraiment un super moment. Je trouvais que la plume de King, elle était... Ça respirait l'été et ce côté très particulier de l'enfance. C'était vraiment un tout et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un super moment. Voilà pour ce deuxième bilan trimestriel de l'année. Je vous retrouverai fin décembre pour le 3 sur 3 et d'ici mi-janvier pour la totale de 2024 avec vraiment le top et le flop de ces lectures de l'année. Vous l'aurez compris, c'est franchement bien parti cette année. Il y a aussi eu des couacs, bien évidemment, mais il en faut aussi de temps en temps. Dans mes lectures, l'automne va arriver, dans la météo peut-être un peu moins vite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine sort la pioche de lecture automnale. Et d'ici là, portez-vous bien, passez de belles lectures et je vous dis à très vite!